Bonjour tout le monde, bienvenue à Manifeste, le podcast 100% politique où on parle de tout sauf de politique. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Erwan Davout, candidat à la mairie centrale de Marseille. Bonjour. Bonjour et merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Merci à vous d'être venu. Approchez-vous un peu du micro quand vous parlez. Bonjour Eda. Bonjour Taureau, bonjour Sofiane, bonjour Monsieur Davout. Et bonjour Sofiane. Bonjour Taureau, bonjour Eda, bonjour Monsieur Davout. Bonjour. En quelques mots, si tu peux te présenter rapidement, si on peut se tutoyer. Oui, on peut tout à fait. Erwan Davout, donc je suis né, j'ai grandi en Tunisie. Je me définis avant tout comme un Méditerranéen. Et donc j'habite Marseille, où je suis candidat à la mairie centrale, où ma femme est professeure des écoles et enseigne, et où j'ai aussi 2 enfants scolarisés. Et donc je me lance dans cette campagne avec détermination. J'avoue, j'ai passé quelques années à Paris, je suis désolé, mais là, je me retrouve chez moi à Marseille, en Méditerranée. On vous pardonnera, on vous pardonnera. Quand tu repenses à ton enfance, quelles images te reviennent en premier? Alors, bien sûr, la mer Méditerranée, mais surtout le fait, j'allais dans une école française, vous savez, il y a un système d'enseignement français à l'étranger, où il y avait des personnes de plusieurs nationalités, de plusieurs religions, et tout ça, on s'entendait très bien, on vivait très bien ensemble, et donc c'est plutôt le souvenir d'une tolérance et d'une ouverture aux autres qui régnait et qui me laisse un très bon souvenir, bien sûr, de la Tunisie, qui n'est pas seulement mon pays natal, mais un pays où je retourne très souvent et où j'ai beaucoup d'amis. Ok, et quand vous êtes venu de Tunisie en France, Oui. Pourquoi Marseille? Alors, je suis revenu à Marseille pour plusieurs raisons. D'abord, mes grands-parents, quand ils avaient quitté la Tunisie, s'étaient établis à Marseille. J'ai un oncle qui, dans les années 90, tenait un décope de l'OM, les Ultras, je pense. Ok. Voilà. Et moi-même, je voulais que mes enfants aient un petit peu la même enfance que moi, avec cette luminosité, la mer Méditerranée, ce soleil, la convivialité aussi dans les rapports humains. Vous savez, quand je suis arrivé à Marseille, mes enfants avaient 2 et 4 ans. Et quand ma femme avait la poussette et qu'elle devait descendre des marches, tout le monde s'arrêtait, l'aidait, regardait les enfants, les minots, comme on dit ici, faisait des compliments. Et cette chaleur humaine, on la trouve que là. À Paris, personne vous aide à porter la poussette. Au contraire, on vous dit, vous gênez, on ne peut pas aller vite. Donc pour moi, cette chaleur méditerranéenne dans les rapports humains, c'est quelque chose de fondamental. Ok. Et quand vous êtes venu de Tunisie, vous avez déjà fini vos études là-bas? Vous êtes venu les finir Alors, en France? Quelle étude avez-vous fait? En réalité, j'étais en Tunisie toute ma scolarité jusqu'au bac, jusqu'au lycée. Et ensuite, je suis allé à Paris, Oui. où j'ai fait Sciences Po, donc l'Institut d'études politiques de Paris, et aussi l'Institut national des langues et civilisations orientales, où j'ai fait de l'arabe, parce que j'avais appris l'arabe jeune, et je voulais consolider mon niveau. Donc, c'est une langue que je pratique plus depuis un certain temps, mais que je sais écrire, lire, et donc ça, voilà, c'est un peu mon identité, ce que je suis, quelqu'un qui vient de Tunisie, qui a appris l'arabe jeune, qui vient d'un milieu multiconfessionnel. J'ai un papa qui était catholique, une maman qui était juive, et une seconde maman qui m'a élevé comme si c'était son enfant musulmane. Donc je reste très marqué par cette enfance-là, où en réalité on respecte toutes les religions, mais qu'on ne juge pas les gens sur leur religion. On ne les juge pas sur ce qu'ils sont, sur d'où ils viennent, peut-être sur ce qu'ils peuvent dire ou ce qu'ils peuvent faire, mais c'est tout. Ok. Magnifique, tu étais marseillais sans le savoir en fait. Voilà. Non, mais je crois que mon profil correspond un peu à cette ville qui est tellement diverse et où il faut que tout le monde se parle. Il ne faut pas que les communautés se replient les unes sur les autres, les religions, et même les catégories socio-professionnelles. Ce clivage qui est entre le nord et le sud, on doit le dépasser, on doit aller vers plus de mixité, c'est évident. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et sur ce quand sujet. vous êtes arrivé à Marseille, vous êtes arrivé dans quel quartier une fois que vous avez fait vos études à Paris? Vous avez Alors, je terminé? suis arrivé à la Pointe-Rouge, Ok, dans le 8e. quartier sympa. Oui. Et maintenant, j'habite le 7e, autre quartier sympa. J'avoue que c'est des quartiers privilégiés. Et en quelle année vous avez commencé à habiter à Marseille? Ça fait 5 ans. 5 ans? Ouais. Ok.
Ici, on aime bien inviter des grands frères un petit peu pour donner l'envie, pour que les jeunes arrivent à s'identifier. Est-ce que tu as eu des grands frères ou des personnages qui ont marqué ton enfance et qui t'ont inspiré? Alors, oui, j'en ai eu plusieurs. Alors, jusqu'à 14 ans, ma seule vraie passion, c'était le foot. Et puis, après, c'est devenu un petit peu l'histoire et la politique. Et donc, je veux bien en parler. Alors, sur le foot, moi, quand j'étais jeune, c'était plutôt très jeune quand je me suis intéressé. C'était à l'époque Saint-Étienne qui dominait un petit peu à la fin des années 70. Et je suivrais de très près. Et la figure, c'était Michel Platini, bien entendu. Et le fait que l'équipe de France et les clubs français, qui longtemps se faisaient ridiculiser à l'international, ont pris un essor dans les années 80. On commençait les premières demi-finales de Coupe du Monde en 82, quelques succès en Coupe d'Europe. Donc c'était un moment, le football français est remonté d'un niveau. Il y a eu Platini et ensuite il y a eu Zidane, mais c'est deux personnes qui ont contribué énormément à crédibiliser le football français et incarner aussi. Parce que Platini comme Zidane, c'est pas seulement des footballeurs, c'est quelqu'un qui incarnait quelque chose. Donc passionné. En Tunisie, je supportais le club populaire, l'Espérance sportive de Tunis. Je passais mes dimanches au stade, bien entendu. Et ensuite est venue l'histoire et la politique. Et l'histoire, ça a été De Gaulle. Et ensuite, je me suis engagé très jeune derrière Jacques Chirac en politique, qui a été classé comme un homme de droite, mais une droite qui n'a vraiment strictement rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. C'était un gaulliste. Vous êtes un gaulliste, quoi. Voilà, on a perdu cette tradition, malheureusement, je le déplore. Et alors, j'ai une autre passion, celle-là, elle reste intacte, malgré ce qui passe, c'est Bruce Springsteen, que j'adore, qui a fait d'ailleurs un concert au Stade Vélodrome il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, qui a été, à mon avis, le plus réussi. J'en ai vu au moins une vingtaine. Parce que là aussi, c'est pas seulement un chanteur, c'est une âme. C'est la vision, la partie de l'Amérique que l'on aime. C'est pas celle de Trump, c'est l'autre. Et il a à la fois fait un show musical exceptionnel et il a passé quelques messages politiques de tolérance, d'ouverture, en disant qu'il avait honte de ce qu'était devenu son pays actuellement. Donc c'est vraiment une personnalité qui va au-delà de son seul métier. C'est une partie d'Amérique, il a de l'âme, disons. C'est ce que j'apprécie. J'ai une question par rapport aux jeunes qui nous écoutent. Tout à l'heure, vous avez parlé de la droite gaulliste et la droite d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer aux jeunes qui nous écoutent quelle est la différence entre la droite gaulliste et la droite, justement, qu'on voit aujourd'hui en France? Bonne question. Pour revenir, je vais parler de De Gaulle, ensuite Chirac. De Gaulle, c'est l'homme du 18 juin, donc qui s'oppose à la France pétiniste, qui déporte les Juifs et qui classe les gens, qui les envoie en camp de travail, les homosexuels, les gitans et tout ça. Et De Gaulle, donc, c'est celui qui porte une idée de la France et de l'homme totalement contraire. C'est ensuite l'homme, on l'oublie trop souvent, qui a lancé la décolonisation. Hein. C'est De Gaulle, la décolonisation. C'est quelqu'un qui a bâti des institutions solides, la Ve République, que l'on connaît. Et c'est une droite ouverte sur le monde. De Gaulle est l'inventeur de ce qu'on a appelé la politique arabe de la France, qui consistait à dire, en réalité, on va appliquer le droit international partout pour faire respecter une certaine équité, une certaine justice. C'était cette droite-là. Et Jacques Chirac a été le continuateur. Je rappelle que Jacques Chirac avait coutume de dire « la France est riche de sa diversité », que Jacques Chirac, c'est l'homme qui s'est opposé à la guerre en Irak, que Jacques Chirac, c'est l'homme qui, dans le conflit israélo-palestinien, a toujours prôné et fait appliquer le droit international. Voilà, c'était cette droite-là, cette droite qui voulait rassembler les Français par-delà leurs origines, leur religion. Il passait bien partout, Jacques Chirac. La droite actuelle est devenue une droite populiste, à mon avis xénophobe, et en réalité est une porte d'entrée vers le RN. Pour moi, ce que symbolisent aujourd'hui les Républicains, c'est un micro-parti, un groupuscule qui a des élus, ils y tiennent, parce que les élus, ça permet d'avoir des chauffeurs, des bureaux et tout ça, mais dont la vocation à moyen et court terme est d'être absorbés par le RN, parce qu'ils ont exactement le même discours. Ils disent qu'il ne faut pas voter RN, mais ils disent exactement la même chose, ou parfois ils vont encore plus loin. Donc disons que cette droite que j'évoquais, gaulo-chiracienne, elle est à reconstruire complètement, elle a disparu.
La droite actuelle, moi, vous savez, j'ai déchiré ma carte il y a 10 ans. Alors que je m'étais engagé à 16 ans en politique, au RPR, derrière Jacques Chirac, là, j'ai déchiré ma carte. Je n'ai plus aucune affiliation partisane. Ouais, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, par exemple, Tour et moi, on a un certain âge maintenant, donc on vient d'un ancien Marseille, et c'est vrai qu'avant, on avait plus accès aux politiques. Oui. Ça veut dire qu'ils pouvaient changer la vie d'un jeune, lui donner des opportunités, que maintenant, on ne retrouve plus. Et je me demande, c'est toi qui as été tassé pour que les politiques n'ont plus un lien avec la population, mais surtout avec la jeunesse. Il y a beaucoup de choses. D'abord, on a souvent des politiques qui se présentent depuis très longtemps aux élections. Et donc, le pouvoir, ça isole. Quand vous êtes candidat 2, 3, 4 fois, au bout d'un moment, vous finissez par être coupé des gens. Et la politique devient un métier, ce qui ne devrait pas l'être. Un politique, c'est quelqu'un qui est élu par le peuple pour servir le peuple. Ce n'est pas une profession. Or, à Marseille, on a de plus en plus une caste politique qui est la même depuis 20, 30 ans et qui donc s'est coupée de la population. Après, vous avez aussi des tempéraments personnels, c'est-à-dire des gens qui sont plus avenants, qui cherchent à aller voir les personnes qui travaillent pour eux, à échanger avec eux, à les soutenir. C'est une question de tempérament. Et aujourd'hui, je crois qu'on a un peu perdu dans le milieu politique et dans les institutions ce contact humain, cette idée que, OK, vous avez des gens qui travaillent pour vous, mais la moindre des choses, c'est de les considérer, de leur donner de la dignité, d'aller les voir, d'échanger avec eux. Les politiques se sont un petit peu mis dans des tours d'ivoire. Et puis, on a un autre problème, c'est le clientélisme. C'est-à-dire que vous donnez de l'argent par-ci, par-là pour vous faire des clientèles électorales. En même temps, vous mettez des gens dans des castes, dans des cases. Et on a ce problème à Marseille, ce vouloir vivre ensemble qui s'est un peu éclipsé. Alors que ce n'est pas la tradition de la ville, où tout le monde se mélangeait, les religions, les catégories socio-professionnelles. C'est ça l'histoire de Marseille, sa richesse, sa diversité. Et en fait, on ne la retrouve plus qu'au Stade Vélodrome. Exactement. C'est le seul endroit. En fait, Voilà. le Stade Vélodrome, pour notre génération à nous, c'est ça qui nous a fait justement devenir vraiment français et aimer Marseille. Oui, parce que l'OM, c'est pas seulement une équipe de foot. Pas du tout. C'est une équipe qui incarne la ville, qui a une âme. Il y en a plus beaucoup en France. Il y a l'OM, il y a peut-être Saint-Étienne, Lens, des équipes comme ça. Et au Stade Vélodrome, tout le monde est uni, tout le monde est heureux, tout le monde est derrière l'OM. Et si on pouvait, je ne veux pas être trop idéaliste, au niveau de la ville, retrouver cette fierté d'être avant tout Marseillaise et Marseillais, d'être fier de l'être, et dont on se moque du reste, ça serait vraiment parfait, retrouver cette envie de vivre ensemble et d'être fier de notre ville. Et pour rester sur l'identité, la culture marseillaise, qu'est-ce qui fait selon vous l'âme de Marseille? Est-ce qu'elle existe toujours? Est-ce qu'on la ressent? Alors, on la ressent peut-être moins, ne serait-ce que l'accent qui s'est un petit peu perdu, alors qu'il était très caractéristique. Il y a eu aussi l'après-Covid qui a fait venir beaucoup de monde à Marseille, pas seulement des Parisiens, mais des gens de toute la France, parce que quand on regarde, Marseille est maintenant une ville qui est très bien desservie par les transports en commun. C'est la ville où il y a le plus de jours de soleil en France, une luminosité exceptionnelle. Et c'est la ville des 111 quartiers. Vous avez tout à Marseille un petit peu. Et donc, il y a une attraction très forte de Marseille qui est importante pour la ville, mais qui peut aussi lui faire perdre son âme. Et il faut y veiller. C'est-à-dire que les néo-marseillais doivent se fondre dans l'histoire, la culture de ce qu'est cette ville et non pas déformer et en faire une ville. Marseille a une histoire riche, une personnalité forte, des écrivains, l'OM dont on parlait, c'est aussi une terre de cinéma à Marseille. Et tout ce qui fait son originalité, sa spécificité, il faut le préserver. D'ailleurs, Marseille, c'est une ville qui ne laisse pas indifférent. Soit vous adorez, soit vous n'aimez pas. Il y a beaucoup de néo-parisiens qui sont venus, qui ont passé un an, qui sont partis. Au revoir, merci. Mais les gens qui aiment la ville l'adorent, en réalité. Je suis d'accord avec vous, mais pour rebondir à ce que vous êtes en train de dire, par exemple, par rapport à la gentrification, par exemple, nous, Marseille, on est la seule ville, ou une des dernières en France, où les quartiers populaires sont dans le centre-ville. Oui. Et là, par exemple, on va parler de l'ANRU. Oui. Comment on va expliquer aux Marseillais qu'ils doivent quitter les lieux
Pour que de nouveaux habitants les remplacent. Oui, il y a effectivement, vous avez raison, arrive à Marseille ce qui s'est produit il y a quelques années à Paris et à Lyon, c'est-à-dire à la fois boboisation et gentrification, qui font que des personnes se trouvent mal à l'aise dans leur quartier. On ne peut pas demander à des gens qui ont grandi, qui sont attachés à leur quartier, qui est consubstantiel de leur vie, de le quitter. C'est pas possible. Il faut, si vous voulez, que la ville préserve son âme et qu'on ne puisse pas chasser des gens de l'endroit où ils ont grandi. Certains ont habité, on est encore une ville où certains ont quasiment habité le même immeuble ou la même maison depuis qu'ils sont nés. Ils y sont très attachés. Ça va au-delà de la propriété, c'est un sentiment d'affection. À Paris, vous savez, on change très souvent d'appartement. On ne sait même pas parfois qui est son voisin, ou alors on cherche même à l'éviter. Ce n'est pas du tout l'histoire de Marseille. On est attaché au cœur fondamentalement au lieu où on a grandi, on a vécu, on n'a pas envie de le quitter. Donc la ville ne peut pas tout dans ce domaine, mais effectivement, que les habitants puissent rester dans leur quartier, ça me semble quand même tout à fait normal. Je suis tout à fait d'accord avec toi ici. Notre voisin, c'est quelqu'un de notre famille. C'est un petit peu la culture marseillaise. Pour revenir un petit peu à ton enfance, qu'est-ce qui t'a marqué en Tunisie que tu pourrais ramener à Marseille aujourd'hui pour que Marseille aille de l'avant? Alors, sauf le club de foot, on a l'OM ici déjà. Oui, d'accord. Et puis, je pense qu'en termes de niveau, il n'y a pas de... Il n'y a pas photo. Même si l'Espérance est une bonne équipe au niveau africain. Bah, je pense qu'en Tunisie, moi, j'ai vu des gens qui vivaient ensemble et heureux de vivre ensemble en venant de confessions différentes, de nationalités différentes. Et je pense que c'est ce que je veux retrouver à Marseille. On est globalement dans un monde, c'est pas seulement Marseille, ou dans un monde où on a un retour aux identités. Mais qu'on soit fier de ce qu'on est, c'est une chose, mais ça doit pas être un moyen d'exclure l'autre parce que il n'est pas né dans le même pays ou qu'il n'a pas la même religion. Une identité, ça se forge. On devient Marseillais quand on arrive, on devient Français quand on acquiert la nationalité. Les choses ne sont pas figées une fois pour toutes. Et en Tunisie, j'ai vu des gens heureux de vivre ensemble. En plus, vous savez, on a un enseignement français à l'étranger qui est assez développé. Donc, non seulement on avait en scolarité des Français, des Tunisiens, des binationaux, des Européens parce qu'il n'y avait pas d'école de leur pays d'origine. Et tout le monde s'entendait très bien. Et la nationalité n'était jamais un critère pour se faire des amis. Hein, c'était les affinités. Et je pense que c'est le chemin à suivre. Le savoir-vivre ensemble. On est un bel exemple à Marseille quand même de cette cosmopolitanie, oui, comme dit Sopra. Mais il faut qu'il soit effectif. Voilà, exactement. Si on en nourrit il faut que cette image de la ville, qui est son histoire, hein, parce que Marseille a passé son temps à accueillir des populations immigrées venus d'un peu partout, qui se sont assimilés et qui ont contribué à l'identité de la ville. Bah, il faut qu'on reste sur ce schéma-là. Mais justement, vous avez dit qu'il faut la nourrir, bien évidemment. Mais moi, j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez dit que Marseille, c'est une ville atypique, soit on l'aime, soit on l'aime pas. C'est une ville de cinéma, c'est une ville la plus ensoleillée en France. Pourquoi les Marseillais, alors, dans leur tête, pensent que pour avoir des opportunités, ils doivent partir de cette ville? Que ça soit dans le cinéma, dans le sport en général, dans l'entrepreneuriat, même dans l'emploi, dans les études. Pourquoi les Marseillais pensent qu'ils doivent partir de cette ville et comment on pourrait y remédier? Alors, c'est une très bonne question. Je ne vais pas personnaliser les choses, mais d'une manière générale, je considère que la classe politique n'est pas à la hauteur de la ville. Quand vous regardez les indicateurs socio-économiques, les gens sont très préoccupés par la délinquance. Mais par exemple, le trafic de stupéfiants, il a été multiplié par 5 en 5 ans. On est aussi la ville où on a le plus fort taux de violence intrafamiliale. On est une ville où, je disais, on a 33% des jeunes de moins de 30 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté. 25% en termes global de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté à Marseille. Vous avez des problèmes dans les transports de mobilité qui sont extrêmement importants. Donc en réalité, je crois que la classe politique
n'a pas donné à la ville toutes les opportunités qu'elle devrait avoir et que notamment l'argent public est très mal dépensé. Il n'est pas mis au service de l'intérêt général pour améliorer la vie de tous les Marseillais. Il sert très souvent à entretenir une clientèle électorale. Et c'est ça qui fait, à mon avis, on a une très mauvaise gouvernance à Marseille. Et je reviens sur un point particulier. Vous savez qu'on a le maire de Marseille qu'on va élire prochainement, mais on va aussi élire les conseillers métropolitains sur la même liste. Et nous sommes le seul endroit en France où la ville et la métropole ne sont pas dirigées par la même personne, mais en plus par des personnes qui s'opposent politiquement. C'est-à-dire qu'au lieu que la métropole serve à amplifier les efforts du maire de Marseille, elle contrecarre les efforts. Donc il faut aller dans la même direction. Il faut que la métropole, la mairie aillent dans la même direction pour aider les Marseillais. Et puis il y a une question de distribution. Si vous savez, on a dans nos institutions, on en a une qui est chargée du lien social, de la solidarité intergénérationnelle, de protéger les plus faibles, les personnes handicapées, les personnes âgées, qui à mon avis ne jouent pas son rôle. Je vais vous donner un chiffre. Le département des Bouches-du-Rhône, il dépense 18 € par an par habitant marseillais. Il en dépense 217 pour un habitant qui habite Arles, un Arlésien. C'est pas normal. Donc je veux dire que la classe politique n'aide pas les Marseillais à mettre en valeur leur ville et à donner une opportunité aux jeunes. Il y a de l'argent public, il existe, il est mal dépensé. Voilà. Vous avez parlé de délinquance et de drogue. Oui. On a entendu la dernière affaire de Mediapart à propos de l'opération Trident. Oui. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Parce que nous, quand on parle à nos jeunes, oui, ils nous parlent de ces histoires-là. Et notre ville, on a beaucoup de mal à se détacher justement de tout ce qui est délinquance, tout ce qui est voyoucratie. Oui. Alors que... Il n'y a pas que ça à Marseille. Exactement. Mais c'est l'image que veulent donner de manière un peu taquine les journalistes parisiens de Marseille. Souvent, ils ne parlent de Marseille que pour ça. Moi, j'ai des amis à Paris. Dès qu'une voiture brûle ou qu'il y a un incident dans un quartier, ils m'envoient la photo WhatsApp en me disant « Ah, c'est là que tu habites ». Ouais, mais là, le problème, c'est pas des voitures qui brûlent. Non. Alors, on va pas faire de démagogie. Il y a un gros problème qui est le narcotrafic. Bon. Moi, vous savez, j'ai été fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, à la DGSE. Je connais un peu ces questions. C'est pour ça que je vous parle de l'opération Trident. Je ne vais pas faire de démagogie contre le narcotrafic. Le maire de Marseille, il a très peu de moyens. Même l'État, au niveau central, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il y ait une coopération internationale, un échange de renseignements. Et c'est un problème qui doit vraiment être appréhendé par la coopération internationale et notamment mettre la pression sur les pays qui font du blanchiment d'argent. En revanche, la question de la sécurité, il y a deux aspects. Premièrement, c'est l'État le premier responsable des questions de sécurité. Or, je me demande pourquoi Bruno Retailleau a supprimé le préfet de police de Marseille. On a une ville où la délinquance augmente, on a un ministre de l'Intérieur qui supprime le préfet de police. C'est inadmissible et incompréhensible, première chose. Deuxième chose, les policiers à Marseille, ils font face, souvent ils quittent Paris, parce que c'est facile d'arriver à Marseille en réalité, et puis ils passent 2 ou 3 ans à Marseille. C'est pas plus par rapport aux notes qu'on a à l'école de police, qu'on vous envoie dans certaines régions en France, pour pas vous laisser où vous avez grandi? Non, alors je crois que une fois que vous êtes à Paris, en réalité, ça dépend du grade aussi. Le gardien de la paix, officier ou commissaire et tout ça. Mais globalement, les policiers ont envie de quitter Paris parce que Paris est une ville qui est très très chère et c'est relativement facile d'arriver à Marseille. Mais le problème, c'est qu'il reste peu de temps à Marseille parce que Marseille, c'est une ville qui exige, qui est contraignante pour un policier. Et donc, après 2 ou 3 ans, ils repartent ailleurs. Donc, en fait, il faut les fidéliser pour qu'ils connaissent bien le territoire. Et puis, surtout, il y a une grosse erreur qui est la suppression de la police de proximité. Et on a besoin de retrouver une police de proximité, peut-être au travers de la police municipale, qui connaissent les habitants, qui ressemble aux habitants, et avec laquelle les habitants puissent discuter parce qu'ils lui font confiance ou qu'ils sentent qu'elle est proche. Et non pas qu'ils aient un sentiment d'hostilité ou de peur quand ils la voient. La police de proximité, je pense que c'est très important. Après, la ville de Marseille n'a peut-être pas fait tout ce qu'elle devait faire, ou la métropole. Il y a des choses très simples pour lutter contre l'insécurité. Ne serait-ce que l'éclairage public. Les gens qui sortent le soir. Moi, j'ai rencontré sur le terrain une dame qui me dit « Ma fille, sa passion,
c'est la natation. Elle va à la piscine Valier et quand on sort le soir, il fait noir. Il y a des dealers dans la rue. J'ai peur. Parfois, je ne l'amène pas pour cette raison. Mais enfin, ce n'est pas compliqué de mettre plus d'éclairage public à côté des enceintes sportives, des théâtres, des cinémas. Enfin, voilà, quoi. C'est juste la bonne gouvernance. Je suis d'accord, mais la pauvreté amène à ça, parce que quand on voit l'opération Trident, on voit que même des policiers ou des gens de l'OFAST, ils devraient être des modèles pour notre jeunesse. Oui. Alors, il y a un problème de corruption. C'est là où je voulais mettre le point. Il peut y avoir. Ce n'est pas l'institution dans son ensemble, mais quelques personnes. C'est comme dans les quartiers, ce n'est pas tous les jeunes, c'est des délinquants qui vendent de la drogue. Mais je vais vous donner un chiffre. Quand vous investissez 1 000 € en bourse, sur un an, vous pouvez gagner 1 100 ou 1 200 €. Quand vous investissez dans le narcotrafic, quand vous mettez 1 000 €, en un an, vous pouvez espérer 180 000 €. Donc vous rendez compte des moyens colossaux qu'ont ces gens pour corrompre. Voilà. Et alors, sur la sécurité, je veux revenir à une chose. Effectivement, il y a 2 aspects à Marseille. Les gens se sentent en insécurité. Il faut y répondre. Ça peut être plus de caméras, ça peut être plus d'éclairage public, ça peut être d'augmenter les effectifs de la police municipale. Ça, c'est la réponse immédiate. Mais la vraie réponse, on la connaît. C'est les ghettos urbains, c'est le décrochage scolaire, c'est la pauvreté. Lutter contre la pauvreté. Mais bien sûr, c'est les associations de quartier à qui on ne donne plus de subventions. C'est comme ça que sur le moyen long terme, on lutte contre la pauvreté. C'est pas les réponses immédiates, elles sont là pour sécuriser les gens, mais elles ne traitent pas les remèdes, les causes. Elles traitent voilà, les conséquences. Bien sûr. Et mais donc, pour être plus direct, je vais être une TCC, vous êtes Ouais. politique, c'est dur de répondre à cette question, mais est-ce que vous ne serez pas pour la légalisation? Quand on voit ce qui se passe dans certains pays en Europe, ou même en Suisse, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait tirer cet argent pour justement aider les jeunes de ces quartiers-là à les former, à récupérer justement cet argent qui est blanchi? Oui, évidemment. Il y a de l'argent public qui est très mal dépensé, et puis il y a l'argent du blanchiment. On a pris conscience en France que le narcotrafic était quelque chose qui nous menaçait autant que le terrorisme. C'est récent, il y a une loi en juin 2025 qui a été votée et qui permet maintenant de saisir les avoirs des personnes impliquées, en France en tout cas. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut une coopération internationale, impliquées dans le narcotrafic. Et évidemment, ça aurait vocation à être replacé dans la politique de la ville et pour aider les quartiers. C'est normal, puisqu'ils sont eux-mêmes victimes de ces personnes, que quand on les chope, qu'on les attrape, qu'on prenne leur argent pour le redistribuer. Oui, c'est logique, normal. Je dirais aussi peut-être également ceux qui consomment, peut-être pas de les voir comme des criminels, mais plus comme des personnes addictes avec qui on pourrait les soigner. Alors, ça dépend un petit peu de quelle drogue on parle et de quelle... Il y a aussi des personnes très privilégiées qui consomment beaucoup de cocaïne, notamment. Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait doubler l'amende pour les consommateurs de 250 à 500 €. Je ne suis pas sûr du tout que ça ait le moindre effet. Donc je pense qu'il faut aussi pénaliser le consommateur, mais ce n'est pas la même chose d'être un jeune qui fume un joint de temps en temps qu'un consommateur régulier de drogues dures. En France, on va avoir un vrai problème avec les drogues de synthèse qui ont dévasté les États-Unis, qui ont fait 100 000 morts. C'est des drogues faciles à fabriquer parce que, voilà, et surtout, elles n'ont aucune odeur. C'est-à-dire que pour les détecter, c'est extrêmement difficile. Donc, vous n'êtes pas contre la légalisation du cannabis en France? Écoutez, alors, je ne vais pas faire démagogie. En réalité, le maire n'a aucun pouvoir sur la question. Vous pouvez apporter le débat. Pour une ville comme Marseille, il y a un débat à avoir. Oui, il y a un débat à avoir. Moi, je crois beaucoup au référendum d'initiative locale. C'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure, et c'est vrai, en fait, on élit des politiques. Ils viennent tous, ils sortent au moment des élections. On ne les voit plus pendant 6 ans, puis ils ressortent à l'élection qui arrive. Pour essayer de redonner le pouvoir de décider aux Marseillais, je pense que le référendum d'initiative locale sur des questions qui concernent l'avenir de la ville peut être une bonne voie. Moi, je souhaitais, par exemple, mais Benoît Payan m'a coupé l'herbe sous les pieds, je souhaitais un référendum d'initiative locale sur les trottinettes en libre accès. Savoir si on continuait ou pas, et c'est aux Marseillais de se prononcer. Benoît Payan, lui, s'est prononcé pour l'interdiction quand les contrats arriveront à échéance en 2027. Je crois qu'on doit consulter les Marseillais entre les élections. Je crois qu'on doit rendre les comptes publics aussi. Je crois qu'on doit limiter ces frais de mandat. J'ai signé la charte de la transparence.
C'est-à-dire que si je suis élu, l'électeur pourra voir combien j'ai dépensé en frais de représentation, combien j'ai dépensé dans tel restaurant, combien... C'est normal. Un élu, il rend un service public. Ce n'est pas une profession d'être élu. C'est aider ceux qui m'ont fait confiance, aider à améliorer leur vie. C'est ça la politique. Alors, on était à Manifeste, le podcast 100% politique où on essaye de parler de tout sauf de politique. Est-ce qu'en régie, vous pouvez nous envoyer une petite question d'un jeune? Si à la régie sont prêts, Pat Le Guen. Sinon, je vais te licencier. N'oublie pas, faites très attention à ton poste. Bonjour, je me présente, c'est Mohamed Ali et j'ai une question pour vous. Malgré les aides mises en place au niveau national et local, la précarité financière touche encore fortement les jeunes et les étudiants à Marseille. Comment l'expliquez-vous et quelles solutions concrètes pourraient, selon vous, être envisagées? Merci pour votre question. Effectivement, on a comme je le disais, 33% des jeunes de moins de 30 ans vivent sous le seuil de pauvreté, et y compris les étudiants. Alors nous, ce qu'on va proposer, une partie du problème, je ne dis pas qu'on va tout résoudre, c'est de faire en sorte de mettre en place une aide aux devoirs. Vous savez que les écoles dépendent de la ville. Cette aide aux devoirs, elle prendra la forme de mentorat, c'est-à-dire que des étudiants seront payés par la ville pour lutter contre le décrochage scolaire des jeunes. Et donc, ça sera à la fois une aide qui permet... Vous savez, beaucoup de choses se jouent en primaire. Si en primaire, vous n'apprenez pas à lire, vous êtes décroché, après, c'est très, très dur de rattraper. Donc, un étudiant pour 4 à 6 élèves, ça s'appelle le mentorat, qui les suit de manière régulière sur toute l'année. Et cet étudiant, bien entendu, sera rémunéré par la municipalité. Je pense que c'est quelque chose de très important. Après, il y a d'autres choses comme les critères des bourses, mais là, ce n'est pas du ressort de la mairie. On veut aussi lutter contre les discriminations à l'embauche. Elles sont très importantes. Beaucoup de jeunes ne trouvent pas d'emploi alors qu'ils ont un beau parcours parce que tout simplement leur nom fait que l'employeur va donner la priorité à un autre. Ça, c'est totalement inadmissible. Et on veut s'attaquer à ce problème. Il y a aujourd'hui même, on découvre, c'était aux infos de ce matin, que dans l'immobilier, il y a une discrimination. Quand vous recherchez un logement, disons les choses clairement, et que vous avez un nom arabe, vous avez moins de chances d'être retenu. Donc, c'est pas normal. Pour revenir à ce que vous dites, c'est vrai que le mentorat à l'école, ce serait très important pour les habitants des quartiers, mais pas que. Par exemple, nous, on vient d'une génération où les politiques, justement, ils mettaient des budgets pour pouvoir nous faire sortir ensemble, pour pouvoir voyager, pour visiter la France. Et maintenant, quand je vois certains quartiers, il y a des jeunes, on est à Marseille, ils ne savent même pas nager, ils n'ont jamais été à la mer. Exactement. Et là, il faudrait lutter, mais ce n'est pas que la faute de la société, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, que maintenant, les jeunes, ils préfèrent se mettre dans leur monde à eux à cause des réseaux, mais il faudrait revenir à tous les avantages qu'il y avait dans les mairies, au département, pour pouvoir faire sortir nos jeunes. On a beaucoup coupé dans les dépenses sociales des associations de quartier qui assurent un lien social indispensable. Dans le sport, de manière générale, en France, on est très faible sur la prévention, que ce soit dans la santé, dans les risques sociaux. En fait, on essaye de traiter les phénomènes une fois qu'ils ont pris de l'ampleur, au lieu de les prévenir. Donc, la prévention, c'est quelque chose de très important. 2, vous avez raison, il y a une éducation à la citoyenneté. Par exemple, les classes de mer. On a l'île du Frioul à Marseille qui est magnifique et qui sert à quoi? Elle pourrait être aussi belle que l'île des Ambiaises qu'on n'a pas très loin. Faire des classes de mer avec les jeunes. Mais il y a 20 ans, les politiques nous le faisaient faire à nous. Mais oui. Et là, ça n'existe plus. Mais c'est totalement... Nous, on propose de remettre en place les classes de mer. On propose un bus de la citoyenneté qui vienne chercher les jeunes et leur faire le tour des lieux emblématiques de Marseille, déjà, qu'ils ne connaissent pas, de l'histoire de la ville, de son passé. C'est effectivement le seul moyen, cette voie, d'empêcher que des jeunes qui sont à la fois en échec scolaire, à qui on ne propose rien, qui souvent sont issus de familles monoparentales, avec une maman qui a 4 enfants en plus de son travail à traiter, que la rue ne soit pas plus forte et ne les attire pas dans des trafics, parce qu'on leur propose d'abord une égalité des chances à l'école, et que 2, on leur propose
de découvrir un petit peu ce qu'est vraiment la ville, qui ne reste pas seulement dans leur quartier. Devant notre beau pays. Et je propose même qu'on organise des Jeux Olympiques de Marseille pendant l'été, parce qu'il y a des jeunes qui ne partent pas. C'est-à-dire qu'on ferait des équipes par arrondissement dans diverses disciplines sportives, ce qui permettrait à des gens qui ne se côtoient jamais, qui restent dans leur arrondissement, de se rencontrer sur des terrains de sport avec toutes les valeurs du sport, c'est-à-dire de l'effort, de la mixité, de l'envie, de la compétition, et que ces gens qui se croisent jamais se croisent. De même, tout ce qui est périscolaire, on ne va pas toucher à la carte scolaire de toute façon. C'est mon domaine là. De toute façon, ce n'est pas la compétence de la ville. Mais toutes les activités périscolaires, pourquoi elles restent cloisonnées par les arrondissements? Il y a des choses, par exemple, les échecs, ça éveille l'esprit, ça ne coûte pas cher. On pourrait, dans les activités périscolaires, proposer, par exemple, des formations, apprendre à jouer aux échecs. On pourrait réintroduire certaines mixités dans tout ce qui est périscolaire. Ça, c'est faisable. Exactement. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Erwan Davout, candidat à la mairie centrale de Marseille, en partenariat avec Madame Nora Preciosi, qui va se présenter dans les 13-14. On espère que nos auditeurs et nos auditrices en connaîtront un peu plus sur toi. On te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous surtout de m'avoir invité. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. C'est tout à fait normal. Merci Sofiane, merci Reda, merci les jeunes. On a dépassé un petit peu notre budget de temps, mais c'est pas grave, c'était très intéressant. À bientôt sur Manifeste, l'émission 100% politique où on parle de tout, sauf de politique.